Bonjour à tous, merci de nous suivre. Bienvenue à ce 13h. Ouverture hier après-midi des travaux de la session d'avril de l'Assemblée nationale au Mali. Le président de l'institution par intérim a saisi l'occasion pour inviter les Maliens à l'Union sacrée afin de relever les défis de la transition. Mamari Kouni, reportage. L'ombre de la crise sécuritaire et institutionnelle a beaucoup plané sur la cérémonie d'ouverture de cette session d'avril de l'Assemblée nationale. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale par intérim a rendu un hommage mérité à la France, au Tchad et aux pays de la CEDEAO, dont l'intervention aux côtés des forces armées maliennes a mis fin à l'avancée des terroristes et permis le déclenchement de la phase de sécurisation et de stabilisation en cours. Il est vrai que cette guerre nous a été imposée. Mais pourquoi l'avions-nous subie si facilement et si durement? Le temps viendra où nous devrons tirer ensemble et sans complaisance aucune les leçons de ce qui s'est passé pour que jamais nous ne revivions un tel effondrement politique, sécuritaire et moral. Mais entendons-nous bien, les pays amis sont venus nous aider, certes, mais pour nous remettre debout, faudrait-il que nous-mêmes ayons la volonté de nous relever. C'est un discours teinté d'optimisme que le président de l'Assemblée nationale a adressé à l'assistance. Il a aussi évoqué les nombreuses actions diplomatiques entreprises par les élus de la nation en vue de faire connaître la situation réelle du pays. J'ai foi en l'avenir du Mali. Je crois en la capacité de notre peuple de surmonter ce cap difficile. C'est pourquoi je voulais lancer à mes compatriotes cet appel qui vient du plus profond de moi-même. Faisons l'union sacrée pour relever ensemble le défi de la transition, pour que les deux objectifs sécuritaires et institutionnels soient réalisés dans les meilleures conditions possibles. Réussissons les élections envisagées pour le mois de juillet prochain. Engageons-nous pour un dialogue politique sincère en vue d'une réconciliation effective des cœurs et des esprits. L'autre temps fort de cette cérémonie a été l'intervention des délégations des parlements amis de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et du Sénégal. Ces délégations ont exprimé leur soutien à l'Assemblée nationale et au peuple malien. Une marque d'amitié et de solidarité appréciée par les élus de la nation. La coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme du Tchad est en visite au Mali. La délégation s'est rendue à Tessalit dans la région de Kidal pour encourager les soldats tchadiens. Ici à Bamako, elle a successivement rencontré les ressortissants et élus du Nord, les associations et coalitions pour le Mali. Adama Koudjo. Les parlementaires tchadiens sont venus remettre au président de l'Assemblée nationale du Mali le message de soutien à notre pays de son homologue Haroun Kabadi. Une visite qui intervient en marge de l'ouverture des travaux de la session parlementaire d'avril. J'ai remis ce message et on a eu d'autres entretiens concernant les problèmes de la sécurité. Les relations entre le Mali et le Tchad sont anciennes. Elles datent de longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et là, si l'occasion maintenant nous a donné de venir ici, parce que ce pays frère connaît beaucoup de problèmes et nous sommes venus pour en discuter avec lui. Les parlementaires tchadiens accompagnés par leurs homologues maliens se sont aussi rendus au chevet de la quarantaine de blessés de guerre maliens et tchadiens à la polyclinique des armées et à l'hôpital de Kati. On a trouvé nos compatriotes disposant d'un moral d'acier. Ils sont très braves et puis on a discuté avec eux. Et on les a encouragés. Et vous savez, c'est une épreuve dans la vie. Ça va passer. Et puis, ce qui est important, c'est qu'ils ont sauvé l'honneur et du Tchad et de l'Afrique. C'est un devoir dont nous nous sommes acquittés en tant qu'élus, de venir voir les blessés maliens et tchadiens, en fait africains. C'est des jeunes soldats, de braves jeunes soldats qui ont une claire conscience de leur mission, qui sont blessés, des blessés de guerre. Mais franchement, j'étais personnellement très ému et très fier de voir ces jeunes-là qui ont accepté de donner leur vie, leur sang pour sauver le pays.
Selon le directeur de la polyclinique des armées, la prise en charge des patients se déroule sans problème. Nous avons un total de 12 malades tchadiens actuellement hospitalisés ici. Sur les 12, il y a à peu près 6 qui sont aptes à retourner sur le terrain. Et les autres, ils vont bien également, mais c'est des maladies de longue durée. Vous savez qu'une fracture, ça consolide en 3 à 4 mois. Le Tchad est au premier rang de l'appui militaire apporté à notre pays dans sa lutte contre le terrorisme. Direction Béra, en Mauritanie, où près de 85 000 Maliens ont trouvé refuge. Une délégation du collectif des élus du Nord a rencontré les leaders des différentes communautés réfugiées. Nos envoyés spéciaux sont Mohamed Diarra et Adama Diakiti. Le Mali a besoin de tous ses fils pour le rebâtir. C'est l'une des principales raisons de la visite des élus du Nord dans le camp des réfugiés. Nous sommes ici à Bassikounou, 20 km du camp d'Embera et à 1400 km de Nouakchott. Pour y arriver, c'est un véritable parcours de combattants. Le jeu en valait la chandelle puisque les élus du Nord sont venus voir dans quel état d'esprit nos compatriotes se trouvent et par la même occasion les livrer des messages d'espoir. Le message des élus qui est celui de préparer non seulement un retour, mais un retour pour la réconciliation, un retour pour la paix, un retour dans vraiment la communion des esprits. C'est donc parti pour 4 heures d'échange à bâton rompu. La question qui taraude les esprits, ce sont les informations sur les cas d'exaction dans le Nord. Ce que nous demandons à l'État malien, c'est de comprendre que tout le monde n'est pas rebelle, tout le monde n'est pas apatride. Que toute cette population qui est en Barra aujourd'hui, c'est des paisibles populations qui ont choisi l'exil parce qu'ils ont peur des exactions. De la discussion, jaillit la lumière, dit-on couramment. Les visiteurs étaient obligés de troquer leur casquette d'élu contre celle du psychologue doublé de diplomate pour convaincre nos compatriotes. Certains sont prêts à retourner au bercail, mais ils posent des préalables. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la vie politique du pays, un retour à une vie constitutionnelle normale. Ce n'était pas vraiment notre souhait de quitter notre pays et d'être réfugié dans un pays étranger. Et le Mali est un pays très cher pour nous. Mais la seule condition qui pourra nous faire retourner au Mali aujourd'hui, c'est qu'il faut un dialogue général entre toutes les communautés du nord du Mali. Vous voyez donc qu'eux-mêmes réclament qu'à leur retour, il faut dialoguer entre nous. Et c'est pour cela que nous avons dit la dernière fois, Monsieur le Président de la République du Mali, par intérim, faites vite, mettez cette commission, mettez-la à l'œuvre. Les hommes attendent, les populations attendent pour qu'elles puissent parler entre elles. Si certains réfugiés maliens prêtaient un moment une oreille attentive à la sirène des séparatistes, aujourd'hui la réalité est tout autre. Le Mali reste un et indivisible. Nous, on n'a jamais été contre un Mali un et indivisible, mais un et indivisible, ça a un sens. Un pour tout le monde, indivisible pour tout le monde. Il faut que les gens soient égaux dans le Mali un et indivisible. La mission aura donc été bénéfique. Les uns et les autres se sont dit les 4 vérités. Et cela afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Save the Children met l'accent sur l'éducation, l'hygiène et l'assainissement dans la région de Sikasso. Dans ce cadre, l'organisation vient de réaliser plusieurs infrastructures dans les villages de Fachoribougou et de Dadoumabougou. Adama Kamara et Ramata Konate nous en disent plus. À Fachoribougou, localité située à 25 km de Sikasso, presque tout est mis en œuvre pour favoriser l'éducation des enfants. Réalisation d'un château d'eau dans la cour de l'école, création d'un centre de développement de la petite enfance CDPE et celle du centre Samogoya pour l'alphabétisation des adultes. Anatou Koulibaly suit avec intérêt les cours au centre Samogoya. L'élève de la classe moyenne a acquis des connaissances. Quand je suis venu ici, j'ai appris beaucoup de choses. Même au cours des routes, les plaques qui sont là, je peux les lire, je peux faire ce que je veux, écrire ce que je veux. Je peux lire tout ce qui est écrit en langue nationale bamanankan. Je profite aussi pour aider mes enfants qui sont au jardin, les appuyer à la maison. C'est un comité de gestion dont les membres ont été formés en activités génératrices de revenus qui s'occupe du fonctionnement de ces infrastructures socio-éducatives. On a donné un fonds
Et actuellement, nous avons acheté du gingembre qu'on garde. Et quand on vend, les bénéfices servent à acheter les petits matériels, comme la craie, les ardoises et autres pour les jardins d'enfants. Cette initiative pourrait être un début de solution pour la pérennisation des actions de développement au profit des 1297 habitants de Fachori-Bougou. Juste à 2 km de ce village, plus précisément à Dadoumambougou, il existe les infrastructures similaires. À la différence du premier, le second a été certifié l'an dernier, village propre parmi les 10 localités en compétition. Autre spécificité de cette zone, le système de parrainage dans lequel existe une correspondance entre les 120 élèves de Dadoumambougou et les enfants américains, italiens et sud-coréens. Et le projet porte déjà fruit. Remise d'attestation à l'artiste Bassekou Kouyaté. L'enfant prodige du Ngoni porte le flambeau du Mali hors de nos frontières, mais la reconnaissance vient de son village natal. Une association de jeunes vient de lui attribuer une attestation de reconnaissance pour ses actions menées à travers le continent. Écoutons le président de l'association, Mamadou Silla, puis l'artiste Bassekou Kouyaté. Nous sommes venus pour faire part à M. Bassekou Kouyaté les projets que nous comptons réaliser dans le cercle de Baraouli, à savoir l'organisation d'une journée de consultation gratuite et don des médicaments dans 10 villages du cercle de Baraouli, l'organisation d'une journée de don de sang aussi, et l'organisation d'un tournoi footballistique. Comme nous sommes des jeunes, nous avons tout à fait le droit de nous recréer. Donc, en substance, c'est ce qu'il fallait retenir sur la semaine que l'association vient organiser dans le cercle de Baraouli. Donc, M. Kouyaté étant un bailleur de fonds pour nous très substantiel, donc il fallait venir vraiment lui faire part de ça et les remercier au nom de tout le cercle de Baraouli pour le travail abattu pour le développement du cercle de Baraouli. Je suis très content de cette association, surtout avec les ressortissants des jeunes de Baraouli. Donc j'ai vu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses pour notre commune, ils ont fait beaucoup de choses pour la région de Sékou. Donc c'est une fierté pour moi aussi. Je suis à leur disposition, tout ce qu'ils veulent. Quand ils demandent quelque chose, il n'y a aucun problème. Je suis très content, surtout avec les réactions. Je suis très content, c'est une fierté pour moi aussi. Je n'ai rien à dire. Franchement, c'est bon. Ça m'encourage beaucoup de travailler toujours pour mon pays et ma commune. De ce journal est consacré à la création de cabinets de soins médicaux. Pour avoir son cabinet, il faut disposer d'un agrément ou d'une licence, des critères qui ne sont pas toujours respectés par certains promoteurs. Le point de vue de la population par rapport à la qualité des services des cabinets de soins est aussi mis en évidence dans ce dossier signé Adama Koudjou. Depuis environ 2 décennies, notre pays connaît une prolifération sans précédent de structures privées de santé. Parmi ces structures, les cabinets médicaux qui ont pour mission essentielle la satisfaction des besoins en soins des patients. Au même moment, beaucoup de questions restent posées quant à l'efficacité des services rendus par certains de ces centres de santé privés. Très honnêtement, il faut avouer que le besoin est là et que la santé est un bien très précieux. Nous devons mettre beaucoup plus de sérieux dans la création de ces cabinets de santé. Dans certains cabinets, tu ne sais pas qui est médecin, qui est infirmier, qui est aide-soignant. C'est là le problème. Il faut vraiment un suivi correct du gouvernement par rapport à cet état. La prolifération des cabinets privés rapproche les patients des structures de santé. Cependant, l'accès aux soins est une préoccupation majeure. Il faut parler de la question des prix. Parce que le citoyen lambda n'a pas, bien sûr, les moyens de se payer la facture dans les cabinets privés. Il suffit d'avoir une chambre, mettre une chaise et puis un petit lit pour dire qu'ils ont ouvert un cabinet. Ça, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Et puis, ils font des ordonnances kilométriques à des pauvres gens.
Pour les membres de l'Association des médecins libéraux du Mali, le travail bien fait au bénéfice des patients est une priorité professionnelle, une priorité déterminée par l'éthique et la déontologie. On pense aujourd'hui que les médecins libéraux, c'est des commerçants, on n'est pas des commerçants. Il n'y a aucune différence entre moi, médecin libéral, et médecin dans une structure étatique, c'est-à-dire au Gabriel ou au Point-G. Non, aucune différence. Nous sommes tous des Maliens. Nous avons reçu la même formation. Et d'ailleurs, moi, je dirais que de notre côté, nous avons plus de responsabilités. Parce que nous, notre responsabilité sur le plan éthique et déontologie, sur le plan texte, est directe. Je voudrais dire qu'il y a des textes qui nous régissent. Il faut se conformer aux textes pour se mettre à l'abri. Et c'est obligatoire. Le privé et le public, il y a une grande différence. Il y a beaucoup de taxes qui nous sont imposées. Donc, ce qui rend un peu nos analyses, nos consultations, bref, nos actes un peu plus chers par rapport au public. Mais on essaie de faire notre mieux quand même pour que la plupart de la population puisse accéder à nos soins. La création d'un cabinet médical nécessite une autorisation des services en charge de la santé. Et pour ce faire, le médecin est appelé à respecter un certain nombre de critères. Il faut obligatoirement l'agrément. L'agrément d'exercice privé d'avoir de la médecine, de la santé au Mali. Donc à côté de ça, tu vas fournir la liste du matériel que tu dois mettre à l'appréciation de l'ordre et du département. Nous avons aussi le contrat de notoriété. Finalement, les jeunes qui s'installent, ils louent des maisons à usage d'habitation pour les transformer en structure de santé. Donc il faut un contrat de bail. À cela s'associe la liste du personnel, parce qu'il faut un personnel minimum requis. Et il faut aussi la copie et l'agrément et puis le contrat de travail avec les différents personnels que tu vas employer. Mais en plus de cela, il faut aussi l'agrément. Si tu vas travailler en collaboration avec d'autres médecins, il faut leur agrément dedans. Mais si tu vas travailler avec des infirmiers, les infirmiers aussi doivent avoir un agrément d'exercice privé de la santé. Donc tout cela est corrélé par le rapport de visite technique. Au Conseil national de l'ordre des médecins, l'on est conscient de l'existence des cabinets privés qui ne répondent pas aux normes. C'est pourquoi l'ordre se mobilise en vue d'assainir le secteur. Ceux qui ne se mettent pas une fois, deux fois, qui ne se conforment pas à la législation, en ce moment, les mesures peuvent être là. Parce qu'on va leur donner des lettres d'avertissement. Les sanctions sont là. Les sanctions sont là et de façon graduelle. Donc on va leur donner des lettres d'avertissement. S'ils ne se conforment pas à cela, donc on va les demander de fermer, même si c'est temporaire. Et s'ils ne se conforment pas à cela, donc on sera obligé de faire appel à l'autorité judiciaire, donc qui nous aidera à fermer ces cabinets. Pour l'efficacité des services privés de soins, déjà une opération de recensement des cabinets médicaux est en cours. Elle permettra à notre pays de se doter d'un répertoire fiable. De lutte contre la drépanocytose, un centre d'espoir qui est donné à tous ceux qui vivent avec cette maladie du sang. Depuis l'ouverture, donc, on fonctionne selon une médecine préventive. Ça consiste en quoi? Ça consiste à enregistrer les malades et à les suivre régulièrement tous les 2 ou 3 mois en fonction de l'âge, pour faire en sorte qu'on puisse détecter très précocement les complications. Et les consultations sont ouvertes aussi pour des malades qui, entre-temps, ont fait des complications pour être hospitalisés. Donc, volet préventif, volet prise en charge des cas aigus. Et l'hôpital de jour est ouvert de 7h30 pratiquement jusqu'à 20h pour recevoir ces cas aigus-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est actuellement à plus de 2000 malades répertoriés dans le centre et qui sont suivis régulièrement tous les 3 mois dans le centre. La drépanocytose ou anémie falciforme n'est pas bien connue du grand public. C'est pourquoi dans les couples, les conjoints peuvent souvent se rejeter la responsabilité d'être la cause de la maladie chez leur enfant. Un enfant ne peut pas être drépanocytaire si l'anomalie génétique à l'origine de la maladie ne se retrouve pas à la fois chez le père et chez la mère. La forme maladive de la drépanocytose coûte cher au ménage en ce qui concerne sa prise en charge, puisqu'elle nécessite un suivi régulier et se détecte chez l'enfant dès l'âge de 6 mois à travers quelques signes. Pour la forme majeure, les manifestations commencent généralement très tôt dans l'enfance, notamment le gonflement des pieds, des mains chez les petits-enfants, mais plus tard, c'est plutôt ce qu'on appelle, peuvent apparaître des douleurs articulaires. Ça, c'est ce qu'on appelle les complications aiguës.
et principalement la crise drépanocytaire. Et elle se manifeste effectivement, dont la première manifestation, c'est la douleur. Donc la douleur au niveau des os et des articulations. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a pour mission le diagnostic, la prise en charge de la maladie, la formation, la recherche. Quand un patient arrive ici, les spécialistes du centre cherchent d'abord à infirmer ou à confirmer par des analyses la présence du gène drépanocytaire chez le plaignant. Tout se fait ici, dans ce laboratoire, où nous avons des équipements de dernière génération qui nous permettent de rendre un certain nombre de bilans hématologiques et biochimiques afin d'aider le médecin dans sa prise de décision médicale. En ce qui concerne le dépistage, nous avons juste besoin de 5 minutes pour rendre un résultat. Pour ce qui est des paramètres hématologiques, disons que c'est 2 minutes. Et puis la biochimie, au maximum 5 minutes également. Le Centre de lutte contre la drépanocytose dispose de l'un des 2 Dopplers transcrâniens du continent. Un appareil qui permet de dépister à temps chez les enfants les complications qui peuvent conduire à un accident vasculaire cérébral. Et le gros avantage de cet appareil, de cette mesure, c'est que l'on va, en mesurant la vitesse, on va détecter les sténoses au niveau de l'artère cérébrale. Ce qui fait que, à partir du moment où on a détecté ces sténoses se manifestent par une augmentation de la vitesse, ce que je repère en prenant les mesures de la vitesse. Et à partir du moment où ces enfants présentent une vitesse accélérée, on va mettre en place soit un protocole de surveillance tous les 3 mois, en vérifiant tous les 3 mois que les vitesses ne vont pas trop accélérer. Et si elles arrivent à un certain seuil, on va mettre en place un protocole très spécifique pour cet enfant drépanocytaire à base de transfusion mensuelle. Ici, on insiste là-dessus, l'enfant drépanocytaire doit se soumettre à cet examen tous les 3 mois. Pour mieux faire connaître la maladie, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose ne concentre pas ses efforts que sur la ville de Bamako. Il a commencé à former des relais communautaires comme les directeurs d'école, les hommes de médias en vue de vulgariser les connaissances sur cette maladie. Voilà, c'est tout pour cette première édition du jour. La grande vous sera présentée